J'ai pas peur, je me balade n'importe où dans la ville, n'importe où. Il est de retour. Souvenez-vous, l'an dernier, on est parti à Rennes pour rencontrer le Jarl. J'avais 15 ans, je portais le badge, je touche pas à mon pote, je me suis bien planté. Le patron d'une boîte de nuit qui n'hésite plus à afficher le visage de ceux qui foutent le bordel devant son établissement. T'es pas fait un vrai corps, toi? Touche pas par contre, t'aurais dû faire un vrai corps. Ces méthodes pour faire respecter les règles et vaincre la délinquance ont fait beaucoup de bruit, à tel point que toute la gauche le déteste, surtout depuis que le Jarl est invité partout sur les plateaux pour rappeler que rien ne s'obtient sans rapport de force, surtout en matière d'insécurité. Il vient de sortir son premier livre, Ça va mal finir, aux éditions Nimrod, il est de retour sur VA+. I'm back. Salut le Jarl. Salut. C'est des retrouvailles pour nous? Eh ben oui, après un an presque pile poil. Comment ça va? Eh ben ça va très bien, écoute. La dernière fois qu'on s'était vu, donc c'était à Rennes, c'était en décembre 2023. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi depuis? Eh ben j'ai continué à faire mes vidéos, j'ai continué à dénoncer ce qui se passait dans notre grande ville et puis en France en général. Et puis j'ai eu de plus en plus de monde à me regarder, à me suivre, à me soutenir. Et puis voilà, je suis là aujourd'hui, je fais le tour des plateaux. Alors t'es devenu une figure médiatique. Je ne dirais pas que c'est grâce à VA+, mais on était content de te recevoir à l'époque et on est trop content de voir que ton discours puisse avoir de l'écho sur d'autres plateaux, etc. T'es devenu une figure médiatique, mais aussi une cible, on va dire, pour l'extrême gauche. Pour rappel, c'est une semaine un peu particulière pour toi parce que depuis samedi, il y a une cabale contre toi qui est montée de toutes pièces par des députés de la France Insoumise. Tu as eu l'occasion de t'expliquer dessus, mais est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ce qui s'est passé? Je vais faire très court parce que je me suis expliqué dessus là plein de fois, dont une fois hier sur un gros plateau à visibilité nationale. Mais en gros, ils ont fait une fête illégale dans un bâtiment désaffecté au-dessus de l'établissement de nuit. On a appelé la police pour qu'ils gèrent le problème. La police est venue, nous on a repris notre travail classique. Quand la police a décidé de gérer ou d'organiser leur évacuation à leur façon, en sortant, les jeunes, ceux qui avaient encore les yeux à peu près ouverts parce qu'il y a eu du gazage partout par la police nationale, s'en sont pris directement à l'établissement. Alors pas 100% des jeunes, hein, je le dis à chaque fois, 70-80% des jeunes étaient cool et partaient et n'avaient aucun problème, mais les 20-25% qui avaient décidé d'être débiles, idiots et dangereux, ceux-là on les a eus et ça a été un petit moment de guérilla compliqué à gérer pour nous parce que c'est pas notre métier et que la police était complètement dépassée parce qu'eux-mêmes n'étaient que 12 ou 13 policiers sur place. Donc ils n'ont pas pu venir nous aider. Et en attendant, la semaine qui suit, on explique que tu as carrément envoyé une milice, etc. Oui. Des vidéos qui sortent. L'ultra-gauche ne fonctionnant que comme ça, c'est-à-dire par des petites briefs de 20 secondes, 25 secondes sur 1h30 d'intervention des gars, des équipes de sécurité. Ils ont réussi à trouver trois vidéos. En tout et pour tout, ça fait 27 secondes. Et avec ça, ils ont monté une cabale de dingue sur un dimanche après-midi en entier, avec tous les députés LFI qui s'y sont mis. Voilà. Mais après, sur le coup, je restais serein malgré les attaques de tous les sens, parce que je savais qu'on avait, nous, des vidéos d'1h30 d'action et où il a fallu qu'on protège des gens. Ils ont dit qu'ils n'ont rien balancé. On a des preuves sans problème qu'ils ont bien jeté des bouteilles de verre sur tout le monde, qui sont venus au contact, alors que c'était ça, il ne fallait pas qu'ils viennent au contact, ils venaient dans l'entrée au contact. À partir de là, aujourd'hui, il y a une enquête. L'enquête fera le reste. Pourquoi, d'après toi, il y a autant d'élus, on va dire, de poids, qui se servent de cette affaire pour dénoncer, je sais pas, tes méthodes C'est normal, en fait, je suis tout ce qu'ils détestent. C'est-à-dire que je demande et j'explique qu'aujourd'hui, il faut retrouver un pays où il y a des règles, où il y a un comportement normal avec les gens, où on enferme les gens qui sont dangereux, qui poignardent, qui tabassent les gens, qui volent les gens dans la rue. C'est tout le discours qu'ils détestent. Ils me haïssent pour ça, en fait. Et ils se rendent compte que j'ai de plus en plus de gens à me suivre et qui sont d'accord avec moi. Et ça, ils détestent. S'ils peuvent couper les pattes à un gars comme moi, ils le font. Je vous coupe quelques petites secondes pour vous parler d'un événement important. Chaque année, l'Institut Iliade organise un grand rendez-vous métapolitique de droite. Cet événement, qui rassemble près de 1500 personnes, aura lieu à Paris le samedi 5 avril prochain. Alors, retenez bien cette date, et ce sera dans le cadre très prestigieux de la Maison de la Chimie à Paris. Cette journée d'intelligence et de convivialité est le rendez-vous des Français et des Européens debout. Ceux qui ne baissent pas les yeux, ceux qui ne mettent pas genoux en terre, ceux qui sont fiers de leur héritage et de leurs racines. Toute la journée, des personnalités, des artistes, des intellectuels, des gens engagés dans la cité et des jeunes au service de leur communauté se croisent et discutent pour préparer la France et l'Europe de demain. Après l'écologie, l'immigration ou le déclin anthropologique, le thème de cette année est celui du travail.
Quelle sera la place du travail demain? Comment trouver un métier qui ait du sens? Comment servir son pays à travers son travail? Quelle place pour la créativité et l'imagination dans l'Europe de 2050? Autant de questions qui seront mises sur la table par de nombreux intervenants français et européens. Alors prenez bien votre place, le lien de la billetterie est dans la description. Alors, t'es ici en grande partie pour la sortie de ton livre. Ça va mal finir, qui est devenu ton gimmick un petit peu depuis quelques temps. Alors c'est une biographie qui retrace toute ton histoire singulière, toute ton expérience du milieu de la nuit. Il y a on va y revenir bien sûr, mais un certain nombre d'anecdotes qui sont complètement folles. D'abord, pourquoi est-ce que tu as ressenti le besoin d'écrire ? Ça s'est pas du tout passé comme ça, donc je vais l'expliquer, c'est marrant cette question. En fait, moi je continue à faire mes vidéos, puis un jour il y a un monsieur qui m'envoie un petit message sur X et qui me dit je suis éditeur et je voudrais qu'on écrive un livre ensemble parce que j'ai l'impression que tout ce que vous racontez, ça peut intéresser des gens. Vous êtes un guerrier. Alors, je lui dis ah bon, si je suis un guerrier, pourquoi ça vous intéresse? Et il me dit je ne fais que des livres de militaires. Vous êtes un civil et pourtant vous êtes le seul civil que je vais pouvoir, que j'ai envie d'éditer parce qu'en fait ce que vous faites c'est digne d'un guerrier. Alors je lui ai dit ok, sans donner de réponse directe, mais je lui ai demandé comment il s'appelait. Donc il m'a dit François de Saint-Exupéry. Et quand il a dit de Saint-Exupéry, pour ceux qui liront mon livre, ils comprendront ce qui me passionne, c'est les histoires humaines, les symboles. J'adore les humains en général et ce qu'ils font. Et à son nom, j'ai dû mettre quelques secondes pour dire ok, voilà, tout simplement. Et qu'est-ce qui te plaisait? C'était de raconter ton histoire de l'enfance, parce que ça part Non, parce que sincèrement, au début, je ne savais pas ce que j'allais raconter dans ce livre. C'est après mes rendez-vous, et avec François, et avec Jean-Luc Riva, qui m'a aidé aussi à écrire le livre, c'est nos rendez-vous ensemble qui a fait que j'ai compris ce qu'ils attendaient de moi pour le livre. Au démarrage, je ne pouvais même pas imaginer que mon livre pouvait intéresser du monde. Tout est une question de territoire, c'est le sous-titre de ton livre. De quelle guerre de territoire tu parles? Laquelle est-ce que tu observes? Celle qui se passe à Rennes, devant ta boîte? Non, celle qui se passe en France? C'est beaucoup plus large que ça. Quand je dis ça, je dis, sur l'entête du livre, c'est depuis la nuit des temps, tout est question de territoire. En fait, les humains, on est là depuis 70 000 ans. Ça a toujours été comme ça. On a toujours fonctionné par territoire. Je l'explique partout où je vais. C'est-à-dire que les territoires, on ne fonctionne que par clan, que par groupe. Alors au début, on avait des petits villages. Et un village, et quand on était en guerre, c'était avec le village qui était à 200 mètres. On s'en foutait, nous, il n'y avait pas de frontières, il n'y avait pas de pays. On n'avait pas assez, on n'avait pas des avions. Donc les guerres se faisaient entre les villages. Des fois, ils s'entendaient bien, des fois, ils ne s'entendaient plus. En l'intérieur même des clans, même le territoire parfois était géré, parce que si quelqu'un dans le clan ne voulait pas respecter les règles du territoire, il était mis à l'écart. Si quelqu'un dans un petit village de 200 personnes, par exemple, assassinait quelqu'un, les gens dangereux, on les met de côté, on les isole du groupe. Et il y a eu 70 000 ans qui ont passé, puis on s'est sociabilisé, on est devenus des gens bien, civilisés. C'est normal, c'est-à-dire qu'on a évolué énormément. Mais malgré tout, génétiquement, et notre programmation, en fait, elle n'a que 70 000 ans. Sur la planète, on est une paille, on n'est rien. La planète, c'est des milliards d'années. On n'est rien, on est un animal qui vient d'arriver sur la planète. Donc notre mode de fonctionnement vraiment imprégné en nous, il est toujours animalier. Et donc c'est-à-dire qu'on fonctionne pareil, on fonctionne par territoire. On a juste changé des choses. Le village est devenu une ville, la ville est devenue après la région un pays, les frontières. Et voilà. Et donc, oui, même maintenant, dans une ville, il peut y avoir des territoires qui sont défendus par des gens qui n'arrivent pas à s'intégrer dans une simple ville et avec le respect du clan de la ville qui est en place. Et donc, ils se bataillent des territoires. Ça a toujours été. Sauf qu'avant, ceux qui faisaient ça, on les éliminait. Mais tu dis cette phrase comme si tu annonçais un conflit de territoire. Mais non, il y a déjà le conflit. On est en plein dedans. Je l'explique dans le livre. C'est toute l'idée du livre, c'est qu'en fait, on est dedans. Là, il y a des conflits de territoire qui sont dingues. Il y a des gens qui sont dans des endroits, dans des territoires, et qui n'ont pas compris que le territoire appartenait aux clans majoritaires qui ont décidé d'avoir une ligne de conduite, des règles, on appelle ça en France la République par exemple, et puis ils ont décidé de faire eux comme ils veulent, à leurs propres règles. Même si on a établi un livre avec des règles, ils se sont dit non, on s'en fout de leurs règles, on va faire comme on a envie de faire. Donc ça perturbe énormément le clan. Et quand le clan commence à être perturbé, commence à être mis en danger, toute l'humanité le prouve, ça finit toujours très mal. Parce que la majorité, quand elle commence à se sentir en danger, un jour elle se rebiffe. Et alors comment est-ce qu'on remporte ce rapport de force? Il faut vite refaire respecter les règles du groupe. Des règles qu'on a décidées, et on se met d'accord pour dire elles sont décidées, et quand on décide d'une sentence, elle doit tomber.
C'est une décision commune au groupe, au clan, et à partir de là, les gens vont reprendre confiance à la gestion du clan. Pourquoi il y a de plus en plus de gens qui s'inquiètent énormément de la France? C'est parce qu'ils ont l'impression que ceux qui sont censés protéger le clan ne le font plus. Je vais reprendre, ça va rebondir sur ce que tu dis, un épisode de ton parcours qui, je pense, résume un petit peu ton message. Ça se passe pendant ton adolescence. Il y a eu une altercation très violente avec ton beau-père. Et tu expliques que tu découvres, je laisserai les gens découvrir plus en détail cette anecdote, tu découvres à cette occasion que la violence peut stopper la violence. C'est exactement ça. C'est-à-dire que j'essaye d'expliquer tout dans le long du livre, sans choquer personne, que malheureusement, parfois dans des cas extrêmes et que la violence devient trop importante et que plus rien ne permet de l'arrêter, ben malheureusement, la violence, c'est la seule solution d'arrêter un mouvement de violence. C'est-à-dire que celui qui est le plus fort est celui qui va l'arrêter. En espérant toujours que celui qui l'arrête, le gagnant, on va dire, soit toujours du bon côté de la corde. C'est ça qui est important. C'est-à-dire, si celui qui arrive à arrêter une extrême violence, même s'il le fait par la violence, est quelqu'un quand même dans le bon camp, c'est-à-dire le but c'est de respecter et que le clan retrouve, on va dire, le côté pacifique, alors ça veut dire que c'était gagné, il y a eu raison de le faire. C'est difficile à entendre pour les gens, mais il y a des gens, ils ont une telle violence, on le voit aujourd'hui dans notre pays, il y a une telle ultra-violence qui est développée, qu'à un moment donné, il va falloir les stopper vite, parce qu'avec les fleurs, ça ne marche pas, ça fait 30 ans qu'on essaye. Donc il faut vite les arrêter, en fait, et les mettre dans des endroits. La violence, ce n'est pas toujours physique, hein, c'est important ça. Les gens, quand on dit violence, ils pensent à gros coups de poing. Ce n'est pas toujours ça. La violence, c'est aussi, par exemple, les mettre dans des endroits où ils vont être reclus du système, mis à l'écart des gens normaux, mais quand on les met à l'écart, la façon dont on le fait, c'est violent. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est tellement dans un endroit mentalement très très difficile que plus jamais de leur vie ils veulent y retourner. Si on arrivait à faire ça, ben en fait, on sauve des gens. Et on sauve même les gens fous, en fait, parce qu'ils ne veulent pas y retourner. En fait, il y a des exemples aujourd'hui au niveau de la planète. Hein. Il y a des exemples, il y en a qui sont en train de le faire. Hein. Ah oui, ils sont en train de le faire. Alors, évidemment, ça choque ceux qui sont... Vous vous rendez compte, les pauvres, on les met plus bactères, avec les mêmes vêtements, ils n'ont plus aucun droit. Ils ont tué des gens. Ils ont violé des filles. Ils ont assassiné des enfants. Oh, réveillez-vous les gens, réveillez-vous. On les écarte du groupe parce que hier, c'était une dame que vous ne connaissiez pas. Demain, c'est peut-être votre fille. Alors, isolons ces gens-là. C'est pas choquant, normalement, ça devrait pas être choquant. Les gens normaux doivent se dire, on veut juste être protégés, en fait. Mais alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est devenu trop tendre? Comment t'expliques que ce discours d'imposer un rapport de force, il est pas accepté? Il n'est pas accepté parce que, en fait, c'est faux. Il est accepté par une majorité des gens. C'est toujours ça le problème dans ce pays, dans notre pays actuellement, c'est que c'est une minorité qui impose leurs règles. C'est ceux qui sont moins nombreux dans le clan qui veulent imposer leur façon de faire. Mais ça, pour qu'un clan fonctionne bien et pour que tout le monde s'entende, la majorité doit être celle qui décide dans ce clan. Donc notre pays aujourd'hui en est à un point dingue, on l'a vu avec les législatives, c'est-à-dire qu'au premier passage on se rend compte que la France entière a décidé en grande majorité de changer les règles parce qu'ils se rendent compte que le clan ça marche plus et que tout le monde commence à flipper, ils n'ont plus à bouffer, même quand ils travaillent ils n'ont plus assez pour aller se payer un seul resto dans le mois, on ne parle pas des vacances. Et puis en plus quand ils sortent dans la rue avec le seul truc qu'ils sauvent c'est-à-dire leur téléphone portable, ils se le font voler, et si en plus ils sont pas contents ils résistent, ils ont un coup de couteau dans la gorge. Voilà l'état de notre endroit. C'est normal qu'il y ait de plus en plus de gens qui réclament à ce que les règles changent parce que les règles fonctionnent pas. Malgré tout, quand la majorité dit ça au premier passage des législatives, il y a des petits gens, une minorité qui disent « Oh là là, ça craint, on va perdre nos cocardes là, dans les voitures, on va perdre nos droits, on va plus gagner 12 000 balles par mois, on va essayer de s'allier tous ensemble et on va faire en sorte que le camp adverse ne gagne pas. Même si on va être minoritaire réellement sur le nombre de voix, par région, on va y aller. » Donc ils ont réussi à faire que la majorité n'a pas été celle qui décide. Est-ce que cet épisode, tu penses, accentue un sentiment de colère, de révolte, et c'est pour ça en partie que ça va mal finir? Ça va mal finir parce que là, quand je reviens depuis la nuit des temps, tout est question de territoire. Le territoire est géré par la majorité. Ça a toujours été. La majorité gagne. À la fin, la majorité gagne. Vous avez 100 gars qui ont décidé de se bastonner avec 30 gars, c'est les 100 gars qui vont gagner. C'est les 100 gars. Et donc, s'ils ne comprennent pas qu'il vaut mieux que ça se règle aux urnes et qu'à un moment donné, il faut accepter
que des gens et que la majorité du groupe ou du clan ait décidé que les choses changent, il ne faut pas créer des alliances complètement bidonnées pour que la majorité perde. Parce qu'à un moment donné, si ça dure trop longtemps, cette histoire, que quand les gens mettent leurs papiers dans les boîtes pour dire non, moi je veux que ça change, et puis qu'entre eux, les élus et les députés disent non, les partis politiques, on va s'entendre entre nous, on va tous les avoir, ils ne pourront pas passer quand même. Vous savez ce qui va se passer? Enfin, tu sais ce qui va se passer. À la fin, ils vont aller dehors. On va dire, ah bon, vous commencez à nous emmerder parce qu'on n'y arrive pas. Alors là, on va y aller. Là. On va aller vous chercher, vous allez voir. Vous êtes minoritaires. Bah oui, s'ils sont minoritaires, ils ne gagneront pas. Non, mais cette révolte, elle a en partie eu lieu avec les Gilets jaunes. Est-ce que ça n'a pas découragé énormément de gens de se plaindre du système en place? Je vais te dire pourquoi, en fait. Les Gilets jaunes ont fait très très peur à l'État. À l'époque des Gilets jaunes, il y a combien de temps maintenant? 3 ans, c'est ça? 2018. Ah non, plus que 6 ça. ans. 6 ans, ah ouais, c'était à l'avant Covid, pardon. En 6 ans, il y a une chose essentielle qui a changé. Quand les Gilets jaunes sont allés dans la rue, c'est ceux qui étaient en bas. En bas. Ceux qui gagnent 1300, 1400 et moins, les smicards, ils vont dans la rue, ils n'ont plus un rond, ils travaillent quand même, ils peuvent même plus mettre du gasoil pour aller travailler. Ça, c'était en 2018. Quand ils sont allés, ceux-là, ils ont été un peu seuls. Ils ont été un peu seuls pour une simple raison, c'est que tous ceux qui étaient au-dessus, classe moyenne par exemple, eux, ils étaient d'accord avec ces gens-là. Moi, j'en fais partie de ces gens-là, la classe moyenne. Ils étaient d'accord avec ces gens-là, mais ils ne voulaient pas trop se mouiller. Parce que bon, quand même, eux, ça allait. C'est-à-dire que tant que j'allume ma télé, je vois ce que je veux. C'est important mon détail là. Tant que j'allume ma télé, je regarde ce que je veux. Quand j'ouvre un livre, je lis ce que je veux. Quand je pars quelque part, je vais regarder ce que je veux. Et quand je vais m'acheter à manger, j'arrive encore à m'acheter à manger. Je peux encore me payer des vacances. 2025. Cette classe-là, la mienne, ça, c'est plus possible. Cette classe-là, maintenant, elle est comme ceux de 2018 qui ont commencé à se révolter. Ils font pareil. Ils commencent à compter. Ah ouais, les loyers, ça pique. L'EDF, ah ouais, il y a un an, je payais 140 €. Maintenant, je paye 180 € pour la même baraque. La bouffe, il y a un an, je payais 150 € une semaine de courses. Maintenant, je paye 240 pour le même panier. La classe moyenne, elle se retrouve dans la même situation que la petite classe qui, alors, elle est complètement... Elle est au bord du gouffre. Plus on atteint de gens dans la même situation, moins il y a de gens qui vont pouvoir résister à ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, il y aurait d'autres gilets jaunes. Il y a la classe moyenne qui va aussi. Parce qu'elle en a ras-le-bol. Ça ne va plus faire le même nombre. On attend quoi? Jusqu'à quelle classe on attend pour que tout le monde soit dans la rue? Le clan veut toujours se protéger en majorité. Et dans la classe moyenne, elle fait partie du clan. Et comme là, on commence à la toucher, on commence à toucher à son propre confort, alors qu'elle aussi, elle travaille, dès qu'on touche à notre confort, on va dans la rue. Si on ne peut plus payer nous-mêmes notre gasoil, on va faire comme tout le monde. On va dire, mais attendez, je gagne quand même bien ma vie et j'y arrive pas. Comment c'est possible? Voilà. Et pour répondre à ça, est-ce qu'il y a quelque chose à attendre des politiques actuelles, de la classe politique, ou tout nécessairement viendra du peuple? Là, actuellement, là, dans nos hommes politiques, là, j'y crois pas trop. Là. Je crois que dans tout ce qu'on a comme liste, ils essayent tous de sortir du lot et tout, mais moi, le coup des alliances, je pense que ça nous a tous calmés. On a tous compris en fait ce qui se passait dans ce pays. Et je pense que 2027 va faire que, à cause de ce coup d'alliance qu'ils ont tous fait, la droite, la gauche, il n'y a pas trop eu d'alliance à droite. Non, mais la droite, il y a une partie de la droite qui s'est alliée quand même avec les macronistes. Et une grosse partie de la droite qui s'est alliée avec les macronistes. Moi, je critique personne dans n'importe quel camp, je m'en fiche. Hein. Chaque camp qui existe veut dire qu'il y a un groupe du clan qui y croit. Moi, tous les humains, je les aime. Par contre, je suis un passionné d'anthropologie et je sais que l'humanité est toujours là parce qu'elle a toujours su résister. Sinon, on serait mort. On n'existerait plus. On aurait été remplacé par d'autres. Et je sais donc que le clan, là, actuellement, il ne peut plus être aidé par ceux qui sont au-dessus. Parce qu'en fait, la majorité ne trouve pas celui qui l'attend. La seule chose qui va faire que ça va changer, il faut qu'il y ait un type qui arrive, mais un vrai bonhomme, qui a les moyens financiers, qui a peur de personne parce qu'il a ce qu'il faut dans son enveloppe, parce que ça c'est très important, et qui va arriver, et puis qui va dire, vous avez vu là le livre, il est comme ça, c'est le bordel, personne ne le respecte, les juges, on n'en parle même plus, la police, elle ne peut plus rien faire, on ne peut plus vous protéger, tous les médias, tous les trucs, ça part dans tous les sens, c'est les Français qui payent parfois des médias qui les déglinguent en permanence. Il faut tout péter, il faut tout refaire. Alors comment on va faire? Je vais vous le proposer, ça va être très simple. Moi c'est comme ça que je le vois. Hein. Je suis peut-être pas un homme politique, je dis pas moi, je dis le mec qu'on va trouver.
C'est le type qui serait foufou pour dire moi j'y vais et vous allez voir, on va tout refaire. Un mec de l'armée? Mais j'en ai même pas, je sais même pas si un mec de l'armée serait adapté parce que c'est pas facile de dire si un mec de l'armée pourrait être un bon chef de guerre pour un clan qui ne sont pas des guerriers à la base. Un grand chef militaire sait gérer une armée, donc sait gérer des militaires. Est-ce que ce serait un bon chef de guerre avec on va dire avec des soldats qui sont des civils? Je suis pas certain. Je peux me tromper, hein. Il y a des gens qui pourront le dire dans les commentaires. Moi, je crois plus en un type qui a connu des galères de fou, qui a subi des trucs de dingue, qui a connu la pression, qui a connu des entreprises qui ont marché, qui ont coulé. Voilà. Un Trump, quoi. Un Trump à la française, peut-être, ouais. Et ouais, peut-être. Je suis pas trop, moi, là. Souvent, on me pose des questions sur Trump, l'Ukraine. Je vais dire la vérité directe. Hein. Je suis pas un spécialiste, je suis pas un expert. Je m'intéresse à la France et le reste, je sais pas trop mon truc. Donc Trump, je vais pas vous dire, je vais pas te dire ce qu'il fait comme programme, j'en ai aucune idée. La chose, c'est qu'il y a une chose dont je suis sûr, c'est que le type qui doit arriver en 2027, ça doit être un sauveur. Vraiment. Pas un homme politique, mais un sauveur. Si c'était moi, j'aimerais bien savoir qu'il a eu des entreprises, qu'il en a eu des belles, et puis il en a planté aussi. Parce qu'un type qui a planté des entreprises, en général, c'est son meilleur diplôme. Il sait ce que c'est, en fait. Je parle en connaissance de cause, hein. J'en parle dans mon livre. Hein. Longuement, j'explique aux gens pour leur montrer que la défaite dans une entreprise, il y en a plein qui sont. C'est formateur. Et en fait, c'est le meilleur diplôme. Ça apprend. Et qu'il y a des moyens financiers, parce que sans moyens financiers, il ne peut pas se battre. Il faut qu'il puisse se défendre à titre personnel, sans avoir besoin de l'État. C'est dire non, j'ai de l'argent, vous m'attaquez, j'ai de l'argent. Et à partir de là, tout péter. Mais comment tout péter? Pas n'importe comment. Dire au groupe du clan, moi je parle très clan, territoire, anthropologique, mais les gens vont comprendre. Le peuple, tout simplement. Et seule la majorité va pouvoir décider du nouveau livre. C'est simple à comprendre. Il y aura toujours une minorité pas d'accord. Ça a toujours existé dans tous les clans depuis 70 000 ans. Quand il y a très longtemps, 50 000 ans, les premiers messages d'énervement, on les faisait sur des pierres et tout ça, parce qu'on s'exprimait aussi sur les murs. Eh ben, il y avait des clans qui n'étaient pas d'accord avec d'autres, mais la minorité aussi s'exprimait. Mais la minorité n'avait pas le pouvoir. C'est ça qui est important. Et quand la minorité n'a pas le pouvoir, le clan fonctionne. Quand la minorité a le pouvoir, le clan ne fonctionne plus et on est à la limite d'un changement d'action qui peuvent devenir très dangereuses. Donc je dis que le gars qui doit arriver doit dire « J'ai un bouquin, il est vierge, on va choisir 10 thèmes importants et cruciaux dans ce pays. » Premier, j'ai dit au hasard, hein. L'immigration. On stoppe. On continue ou on accepte quoi, comment, dans quelles conditions? Allez voter, décider. On vote et on respecte la demande du clan majoritaire. Et même si les minoritaires vont dans la rue, non, on n'est pas d'accord, salaud, facho, raciste, on s'en fout. Ils sont minoritaires, on peut les entendre, mais ils sont minoritaires. Donc ils ne peuvent pas contrôler le peuple majoritaire. Ça ne fonctionne pas autrement. Et on choisit des thèmes. La justice. Vous êtes convaincu de votre justice, vous êtes content des juges, que voulez-vous qu'on fasse? Voici différentes solutions. Mais on peut proposer des solutions de droite et de gauche. Hein. C'est important ça. Voici ce qu'on vous propose. On continue comme c'est, ça vous convient? On n'est pas d'accord avec ce qui se passe, on vire tous les juges de France et on change le système judiciaire. Souhaitez-vous que chaque juge puisse être condamné s'il a pris une décision dangereuse pour le clan? On vote. C'est des exemples que je donne. Allons-y, votez. Et là, la majorité fait respecter le texte. Je peux te donner 10 exemples comme ça qui font qu'on refait le pays. Et au moment où tout est signé, on met le tampon, le fameux mec en haut, il met le tampon. Le mec, il a des droits de fou, hein, mais il met le tampon. Ce n'est pas un conseil constitutionnel qui va décider de 8 ou 9 types, je ne sais plus, ils sont 9 je crois, pour décider pour 70 millions de personnes qui n'ont absolument pas demandé que ces mecs-là décident pour eux. Ça, c'est aujourd'hui notre pays. Et le mec, qui a lui été élu par le peuple en majorité, ben moi je veux que ce soit lui qui décide, parce que c'est lui qui a été élu. Alors bordel de merde, c'est le chef du clan, c'est le Jarl. Ah, ça va être un Jarl en fait. Et c'est lui qui va dire, ils ont décidé que c'était moi, c'est moi qui vais mettre le tampon, et c'est moi qui vais valider le fait que tous les gens du clan ont décidé ça. Point barre, on refait le pays. Toi tu crois en la figure paternaliste, à l'homme providentiel qui vient sauver un pays?
C'est quelque chose Ouais. de français qui est Ouais. ancré. Ouais. Bah, français, je sais pas, mais visiblement Trump a réussi avec un truc incroyable. C'est-à-dire que lui, il a réussi, tout le monde le croyait mort. Et en fait, bah voilà, il est arrivé, et puis il est en train de révolutionner le pays. C'est à un moment donné, et puis alors lui, c'est le roi des casseroles, hein, on est d'accord. Hein. C'est-à-dire que le mec, il a planté des entreprises, il a perdu des milliards. Tout le monde le croyait HS total. Puis il arrive, je redeviens le président de la République. Pardon, le président des États-Unis. C'est une folie, quoi. Personne n'y croyait. Personne. Et alors, en plus de réinstaller de l'autorité, faire respecter les règles, etc., il y a aussi un problème profond en France, c'est qu'il y a beaucoup de communautés qui ne se parlent plus. On dirait qu'il n'y a plus rien de commun. Il n'y a plus rien qui, dans un clan, on va dire, anime, met d'accord tout le monde. Est-ce qu'il faut remettre, je sais pas, quelque chose de transcendant qui puisse motiver tout le monde, malgré des divergences d'opinion? On l'explique dans le livre, je l'explique à plusieurs reprises en donnant des exemples concrets avec des individus avec qui j'ai des conflits et qui sont parfois d'origine étrangère. Je l'explique dans le livre et j'explique comment ça se passe. Et la méthode que j'emploie fonctionne. En fait, elle fonctionne. Ce ne sont pas mes ennemis. À un moment donné, on n'était pas d'accord, mais je leur dis que le gros du clan disent qu'ils ont fait une connerie. Et qu'à partir de là, ben, je leur explique la connerie, ils doivent respecter la règle et la sentence. Si tu es d'accord, tout va bien. Si tu n'es pas d'accord, on s'en fout. En fait, on s'en fout. Oui, mais non, mais je m'en fous en fait. T'as pas compris? On est 10 à dire la même chose. C'est les 10 qui décident parce que toi, tu es tout seul. Donc comme tu es tout seul, tu te tais, tu respectes la règle, et puis on y va. Si on arrive à faire ça, les gens vont retrouver... tu sais, hier, je rentre dans un taxi, bon, comme là, les gens maintenant me reconnaissent, je rentre dans un taxi, et je tombe sur un monsieur, un rebeu maghrébin d'à peu près 45 ans. Il me reconnaît direct. Les gens vont dire, ah, les rebeux, ils doivent le détester. Mais arrêtez de dire ça. Les rebeux, moi, me parlent tous. Ils me serrent la main, ils me checkent, moi. Ils ne m'attaquent pas, moi. Parce que la majorité des rebeux, bah, ils pensent comme moi. C'est comment dans leur pays? C'est comment dans leur pays d'origine? Bah, c'est ce que je raconte, en fait. C'est comme ça, là-bas. Et ils adorent leur pays d'origine, ils ont raison. C'est comme ça. Donc ils ne sont pas choqués par mes propos. Jamais. Ceux qui sont choqués par mes propos, c'est les Frédéric et les Julien qui ont 20 ans et qui vivent chez papa, maman, bobo, tranquille, avec des comptes bancaires avec 25 000 dessus parce que papa et maman ont réussi à mettre de l'argent. Ceux-là détestent mon discours. Mais tous les autres, la majorité, me comprennent. Et les rebeux, les renois, pareil. Le rebeu d'hier, le monsieur très sympa, vous êtes le Jarl? Ah, je vous ai bien reconnu. J'ai dit oui, bien sûr. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Il faut que les règles reviennent dans ce pays. Je les vois, les jeunes dans le quartier, il avait son accent, il me raconte. Je les vois, les jeunes dans le quartier, ce qu'ils font. Ils font n'importe quoi en ce moment, ils ne respectent plus rien. Et nous, ça nous porte préjudice. Moi, je peux vous dire que mes enfants, j'en ai 2, je les tiens comme ça. Et ils ne bougent pas. Et que s'ils déconnent, je suis là. Parce que c'est le père et la mère aussi qui comptent, quoi. Et que quand ils ne sont plus là ou quand ils ne font plus leur travail, c'est notre responsabilité. Et là, je lui dis merci de me dire ça. Merci. Ça me fait plaisir. Et je lui dis, avez-vous remarqué un détail important qu'on a peut-être loupé dans les cités? Je vais choquer tout le monde. Quand je dis ça, à chaque fois, je le dis. Je l'explique dans le livre. On a peut-être loupé un problème, là, c'est que dans vos religions, pour vous, vous êtes des musulmans. Il me dit, oui, je suis musulman pratiquant. Il n'y a pas un problème avec la jeune génération qui se disent tous musulmans ou Allah? Et il me dit, si, on a un gros problème. Ils ne sont pas musulmans. Et je dis, elle est là, le problème. C'est l'effet de tendance. C'est l'effet de tendance, mais ils ne sont plus musulmans. Et moi, je le dis, les religions sauvent. Ça fait partie de ce qu'on a créé pour la gestion du clan et du groupe, parce qu'on s'est rendu compte, après quelques milliers d'années d'existence, au début on ne croyait pas à grand-chose, et puis après on a commencé à se créer des dieux. Il y a eu la période païenne, il y a eu plein de périodes. Les gens, je les invite à s'intéresser maintenant, les réseaux, ça nous permet de nous intéresser sur plein de choses. Et donc, la religion compte. Et contrairement à plein de médias qui attaquent systématiquement les musulmans, je ne fais pas partie de ceux-là. Je te l'avais déjà dit l'année dernière. Moi, j'attaque jamais la religion musulmane parce que moi, les musulmans que je côtoie, moi, c'est pas des mecs qui sont wesh, hey, Dieu, merci. Mais ils ne font jamais ça, moi. Ils font leur pratique dans leur coin, tranquille, ils emmerdent personne. Et en plus de ça, ils ont même pas emmerdé les gens, ils s'en foutent, ils font leur truc. Et moi, ces mecs-là, mais j'ai rien à leur dire. Tant mieux, ils ont besoin de ça, il faut qu'ils aient ça. Et je dis que où ça a raté, c'est qu'il y a une génération, c'est-à-dire celle d'avant, là, les parents, là, ils ont raté dans leur éducation de leur enfant, pour certains, pas tous, hein, mais en même temps, ils ont raté la voie religieuse de leurs gamins, qui normalement auraient dû être pieux, bien, des enfants qui suivaient leurs parents dans les règles. Voilà. Des enfants, que ce soit catholiques, les chrétiens, les juifs, les bouddhistes, les musulmans,
Quand on est jeune et qu'on arrive à suivre un cursus, à faire avec des croyances, on n'est pas obligé d'être des grands pratiquants, hein, mais de croire en des choses, bah souvent ça sauve. Et même si la France est un pays où il y a beaucoup d'athées, quand on a beaucoup d'athées et qu'on tient quand même malgré tout à ses sources, à ses églises, moi je rencontre plein d'athées, ils me disent moi je suis athée, par contre j'entends ce que tu dis parce que bah, moi les églises j'y tiens. En réalité au fond d'eux, il y a une part de croyance personnelle avec tous nos symboles, nos cathédrales, voilà. Et bah ça compte, on a besoin de ça en fait. Toi, t'es croyant, si c'est pas indiscret? Oui, je suis croyant dans toutes les symboliques. Moi, je crois, c'est un peu compliqué, mais tu as vu dans le livre d'ailleurs, c'est ma femme qui a mis les photos, on me voit, plus jeune, etc. C'est très drôle, hein, j'ai dit, ils vont se foutre de moi pendant des années, mais c'est pas grave. Je t'ai pas toujours reconnu, mais... Ouais, je suis bon joueur. Mais ouais, bien sûr, j'ai commencé, j'ai tout fait, moi, confirmation, tout, j'ai tout fait. Je suis allé à Lourdes pour aider les gens et tout. Moi, je ne peux pas dire que je crois spécialement, je ne crois pas en Jésus-Christ. Voilà. Par contre, je crois au livre, je crois qu'on a créé ça très bien pour qu'on puisse s'entendre et se comprendre. Ne frappe pas avec ta main, pardonne l'autre. Enfin, on a besoin d'avoir des mots comme ça qui sont rassurants et qui nous permettent de ne pas dépasser cette ligne rouge. Voilà. Peu importe la croyance, on s'en fout. On a juste besoin de ça. Et je suis un passionné des murs. Pour moi, les livres sont dans les murs, sur les pierres. Tout est marqué là. Donc évidemment, les églises, je ne veux pas qu'on y touche. Voilà, pour moi, c'est très important. Je reviens sur le livre, sur ton activité avec ta boîte de nuit. Il y a un passage qui est assez fort où tu recenses tous les faits d'agression qu'il y a eu en 2024 en France dans une boîte de nuit, etc., pour décrire le niveau de violence qui est quotidien. Et puis, concernant toi, ta boîte de nuit, il y a une phrase que dit ta femme à propos du niveau de violence, mais où vont-ils s'arrêter? Parce que c'est chaque fois un peu plus incroyable, un peu plus glauque, etc. Qu'est-ce que ça dit, ça, ce niveau de violence qui ne cesse de se réinventer, entre guillemets, tristement? Ben, ça se dit qu'on va droit dans le mur. Si encore une fois, on n'a pas quelqu'un qui soit capable d'arrêter ça, ça va mal finir. Je dis ça, en fait, ça va mal finir parce que plus la violence augmente, plus les gens se fracassent les uns contre les autres, plus les groupes vont se détester. On a un bon exemple il n'y a pas très longtemps. Mon papa est serbo-croate, d'accord? Je le dis souvent. Et il s'est passé quoi en Yougoslavie en 90? C'est pas vieux, 90, c'était il y a quelques années. Hein. C'est pas vieux. Hein. Ben, quand à un moment donné, dans le même endroit, des gens se détestent et de plus en plus se détestent, et quand le leader n'arrive plus à contrôler ça, ça pète. Et quand ça pète, c'est une folie. Ils s'entretuent tous, même le meilleur ami d'en face. Moi, je peux raconter des histoires que ma famille m'a racontées sur la guerre de Yougoslavie. C'est une catastrophe. En face de ton palier de maison, d'immeuble, le gars qui était en face, avec qui tu mangeais la veille, sur ton palier, enfin tu mangeais dans la maison avec l'appart, ton ami, en face, s'il faisait partie du camp adverse, le lendemain, il rentrait dans les appartes, il s'entretuait, il violait les femmes, il mangeait la veille avec. C'est ça l'histoire de la Yougoslavie. Et donc on attend quoi, nous, là? On attend qu'on en arrive à ça, que même entre amis, parce qu'on n'est pas pareil et qu'on a des origines différentes, parce qu'on a des religions différentes, des partis politiques différents, entre amis, demain, ils nous laisseront plus le choix que de nous entretuer. C'est ça qu'ils attendent, en fait. Moi, j'ai des potes de gauche, moi, j'ai des salariés d'ultra-gauche, moi. On se chambre tous les jours. Mais alors, on adore se chambrer, mais on s'aime quand même. Il y a un respect mutuel. Voilà. Mais ils attendent quoi, ceux qui dirigent, là? Qu'à la fin, entre nous, on se tue? Bon, là, je vous avoue que je t'avoue que je vais gagner si c'est contre lui. Hein. Parce que le pauvre, il va pas gagner contre moi. Mais il le sait, en plus, on en rigole. Mais je lui dis, mais on n'arrivera jamais à ça. On va trouver quelqu'un qui va nous sauver. Tu auras le droit de penser ce que tu veux, mais la majorité, quand même, dominera le pays et devra faire que le pays reste bien. Mais après, si tu as des pensées de gauche, tu as le droit d'avoir des pensées de gauche. Il n'y a aucun problème. Hein. Et à propos de ta boîte de nuit, tu es quand même souvent spectateur ou acteur, d'ailleurs, d'incidents extrêmement violents, extrêmement graves, etc. C'est quoi, par exemple, l'anecdote, parce qu'il y en a beaucoup dans le livre, et c'est pour illustrer à ceux qui nous écoutent, le moment où tu as été peut-être le plus choqué par ce que tu as vu? Non, mais c'est ce week-end. Ce week-end? Là, bah oui, ce week-end. En fait, on ne demande rien à personne. On fait notre soirée normale. Tout se passe bien, on n'a pas de problème à la boîte. Il y a des types qui sont en train de décider de faire une free party illégale, et en sortant du bâtiment, ils décident de nous emmerder, de nous balancer des bouteilles. Là, je dis, mais attends, ça va où là? C'est pas des clients de chez nous, ils n'ont pas envie de rentrer chez nous. Moi, je peux comprendre quand il y a une embrouille avec des types, par exemple, qu'on refuse. Là, il y a une vraie raison. Il y a quelque chose qui se passe. Donc, ça provoque un conflit de clans. Mais là, mais qu'est-ce qu'ils me veulent, ces gens-là, en fait? Qu'est-ce qu'ils nous veulent et qu'est-ce qu'ils veulent aux clients qui sont dans la boîte? En fait, pourquoi ils nous attaquent?
Là, on n'a pas un petit problème de clan, là, où d'un coup, il y a un clan minoritaire qui a décidé d'attaquer un clan majoritaire et qui a demandé rien à personne, qui veut juste faire la fête dans la boîte et qui s'en fout de leurs problèmes. Là, on a franchi une étape. On a franchi une étape parce qu'en plus, ceux qui vont devoir rendre des comptes, ce sont les victimes, c'est-à-dire nous. C'est nous qui devons nous rendre des comptes, là. C'est nous qui allons passer au poste de police, qui allons avoir des comptes à rendre. Je peux même aller pire, peut-être des gardes à vue. Voilà, il va falloir qu'on s'explique, en fait. Ah, c'est normal, ça, que dans ce pays-là, les victimes s'expliquent. Sur un fait, on devrait arriver, nous déballer le tapis rouge, et voilà, ça a été un peu la merde, dites-nous ce qui vous est arrivé, on va essayer de comprendre. Bah, c'est pas le cas, en fait. Bah, ça m'a choqué, et ça me choque, et là, je pense que ça va me choquer pendant encore plusieurs mois. Là. Ça risque même, là, ce qu'on est en train de vivre, là, ça risque même de me faire prendre d'autres décisions dans ma vie. Là. C'est vrai? Ouais. Parce que tu te sens en danger? Non, c'est pas en danger, c'est que je pense que là, vite, là, il va falloir qu'on trouve des solutions pour la présidentielle. Il faut qu'on trouve des solutions, là. Tu racontes dans ton livre ton passage chez les CRS. Oui. La vie de caserne, l'uniforme, marcher au pas, etc. Est-ce que tu penses que c'est une solution pour les jeunes qui sont en manque de repères? Encore une fois, c'était un moyen qui fonctionnait plutôt bien parce qu'on fait quoi? La première chose qu'on fait quand on fait son service militaire, on apprend à être en groupe et peu importe qui on est, d'où on vient, pour qui on croit. Là, on est tout le monde pareil, sous le même drapeau, et on écoute un chef. Voilà comment vous allez vous tenir pour que tout le monde s'entende et se respecte. Bah, ça marche. C'est très rare de voir des militaires dans la même caserne se fracasser entre eux. Toi, ça a été un déclic, ce passage? Ça a réveillé quelque chose chez toi? Non, non, pas vraiment. Ça m'a permis juste de me confirmer de ce que je pensais des humains fonctionnait. C'est-à-dire qu'on fonctionne en clan, en fait. Vraiment, on fonctionne en clan. On a besoin de clans. Voilà. Le premier clan, c'est notre famille. C'est le premier clan. Et puis après, on crée un autre clan. Quand notre propre nous, on fait des enfants. Puis ils vont faire d'autres enfants. Ça, on a grandi notre clan. Puis voilà, après il y a le clan des amis, le clan du travail et le clan d'un pays. Et tu serais pour le retour d'un service militaire? Oui, mais c'est impossible. Je militais beaucoup là-dessus, mais en fait, il y a un économiste qui m'a écrit un jour en disant c'est vrai que ce serait top, mais il n'y a plus d'argent. Ça coûte très très cher, le service militaire. Les infrastructures, etc. Ouais, ça coûte très cher et je n'avais pas pensé à ce détail. J'ai dit, ah oui, effectivement. Il me dit ça ferait partie. Bah tiens, voilà, le sauveur. J'insiste pour dire que les gens ne croient pas, parce que moi, tous les jours, je reçois des messages, fais des élections, sois maire de Rennes. Je le redis là, maintenant, je profite de la tribune. Je serai un très mauvais maire. Je serai un très mauvais homme politique. Je peux juste parler avec ceux qui pensent comme moi. Je peux aller avec eux, m'entourer d'eux, il n'y a pas de souci. Mais je ne peux pas intégrer directement leur groupe pour une raison simple, c'est que je ne tiendrai pas longtemps parce que j'ai trop de principes et la politique, c'est pas fait pour moi. Moi, si tu me trahis, c'est compliqué. Je vais faire de la garde à vue. Donc ça la fout mal. Donc je ne peux pas ça. Par contre, je peux être avec les gens et me présenter, enfin être avec eux. Là, on me propose des conférences et tout là depuis 3-4 jours. Là, ça ne me pose pas de problème, mais il ne faut pas me mettre trop d'étiquettes. Voilà. Dans le livre que le fameux gars pourrait faire, bah ça c'est le service militaire. Est-ce qu'on doit dégager des finances? Ça veut donc dire réduire d'autres, hein, et renvoyer tous nos jeunes à l'armée. Oui, non, aucun intérêt. Et comment va être l'armée? Sous quelles conditions? Est-ce que c'est l'armée où on va nettoyer les rues pour la ville? Ou c'est vraiment l'armée où là on a des vrais militaires qui vont nous apprendre à faire un lit? Parce qu'il n'y a plus un jeune qui sait faire un lit. Où on sait faire un lit, on sait s'organiser, nettoyer sa chambre, travailler en groupe, travailler en équipe, partir faire du sport en équipe. Ça c'est un truc de fou. Hein. Du sport en équipe, faut y aller, quoi. Se faire violence. Se faire violence. Bah là, toc, bah moi par exemple, étant dans le groupe qui peut choisir et mettant le papier, bah là moi je mets mon papier. Oui, oui, s'il vous plaît, mettez de l'argent là et ramenez nos jeunes à l'armée. Là pour le coup, tout à l'heure tu me disais, est-ce que tu penses qu'un militaire peut être président? Je ne suis pas sûr, je peux me tromper mais je ne suis pas sûr. Par contre, que des militaires soient ceux qui organisent notre jeunesse, ah là ouais, là je signe. Ah oui, je signe. Parce qu'il y a quelque chose qui est peut-être un phénomène un peu récent, mais l'idée, par exemple, d'envoyer l'armée dans des banlieues, dans des quartiers chauds, c'est porté, on va dire, plutôt par des politiques de droite quand ça devient nécessaire, mais ça a aussi été porté par des députés macronistes. Par exemple, il y a un député qui s'appelle Carl Olive qui avait milité pour ça, donc ça veut dire peut-être que l'idée commence aussi à s'installer que l'armée est le dernier recours. J'ai vécu ce week-end un truc de dingue qui me prouve que je pensais la même chose jusqu'à ce week-end. Je ne pensais pas que tu m'aurais posé cette question-là, mais en me la posant, mon cerveau il est en train de faire des liens. L'armée n'est pas formée pour faire ça.
C'est-à-dire que, par exemple, mon équipe n'était pas formée pour faire d'un service de maintien de l'ordre contre 150 personnes, 200 personnes qui avaient décidé de nous attaquer. Et là, on a bien vu qu'elle n'était pas formée pour faire ça parce qu'on a fait des trucs qu'on n'aurait jamais dû faire. Ah. Mais sauf que le stress, l'adrénaline, la peur qu'il nous arrive une folie avec la boîte, qu'il y ait des gens blessés, eh ben, chacun a fait un peu comme il a pu avec ce qu'il avait. Et parfois, certains des gars ont fait de la merde. Voilà. Et moi aussi, probablement. Hein, parce que même moi, avec le stress, on ne se rappelle pas de tout. Et en regardant les vidéos, des fois, je me dis, bon, ça, j'aurais pu éviter. Voilà, ça, c'était nul. Ça ne servait pas, en fait. Mais dans l'instant, c'est facile. Hein, les commentateurs sont toujours faits pour commenter. Hein. Mais quand on y est, eh ben, on n'a pas la même perception. Et après, on doit rendre des comptes, et c'est ce qu'on fera. Mais, et là, oui, pour moi, sur ta question de l'armée, je reviens sur ça. L'armée, dans les cités, je ne suis pas certain que ce soit les gars les mieux formés pour gérer l'armée, pour gérer les cités. Je pense qu'on risquerait d'avoir des folies qui n'ont pas lieu d'être. Ce sont des militaires, des hommes de terrain qui sont prêts à aller sur des actions vraiment militarisées. La cité, c'est pas ça. Par contre, je pense quand même, on a des bons exemples. Les CRS, les gendarmes mobiles, ils sont vraiment habitués à ces situations-là. Les effets de groupe, 30 mecs qui arrivent sur eux, même s'ils se font caillasser, ils ont l'habitude. Ils savent faire. Si les mecs sortent des armes, ils savent tous tirer. Hein. Ils sont armés, ils ont des véhicules très armés. Voilà. Je pense que la vraie solution, c'est plutôt ce corps de métier. C'est leur boulot, gars. On ne s'improvise pas gestion d'une foule quand c'est pas ta gestion d'une foule. Hein. Militaire, les snipers, il ne va pas tirer dans le tas. Quoi. Enfin, voilà. Donc je pense qu'il faut... D'ailleurs, on le voit quand la CRS 82 se déplace dans une ville, ça fonctionne. Hein. Sauf qu'ils ne restent pas assez longtemps. Mais quand on les a 3 jours à un endroit, bizarrement, il n'y a plus rien. On l'a vu parfaitement aussi pendant les JO. J'explique dans le livre ça. Hein. Voilà, ça a fonctionné. Alors maintenant, c'est dingue parce qu'on sait ce qui fonctionne. Là, on a compris. Hein. Il y a eu plein d'exemples l'année dernière. Ils ont toujours rien mis en place pour le faire. C'est pas dingue ça. On sait que ça fonctionne. Ouais, mais c'est pas fait. Là, je voudrais qu'il y ait un mec qui puisse mettre le tampon. Sauf que là, on peut pas parce que c'est tellement compliqué pour le mettre en place. Entre tous ceux qui doivent décider, à la fin, il n'y a rien qui se met en place. Comment on va faire pour aider les quartiers? Ah mais on ne peut pas parce qu'alors là, il faut l'accord d'un tel, après il faut que ça passe au Conseil d'État, après il faut que le Sénat accepte. C'est toute une échelle qui à la fin fait que ça ne marche pas, ça ne passe pas. Et pourtant tout le monde attend que ça. Vous croyez que dans les quartiers, les mamans là, elles n'ont pas envie qu'il y ait des flics partout là? Vous croyez vraiment ça? Attendez, mais c'est les premières à en avoir ras-le-bol, des messages, j'en ai tous les jours moi dans les quartiers de Rennes. Tous les jours on m'envoie des messages. Les mamans qui me disent le Yarl, on n'en peut plus. En bas, les 3 jeunes, ils sont encore en bas, ils disent, je suis allé voir la maman du jeune, elle dit qu'elle peut rien faire, il l'écoute pas. Mais même entre eux, ils commencent à se prendre la tête. C'est pas bon. Si entre eux, ils se prennent la tête, c'est pas bon en fait. Il y a un problème. Il faut vite que le clan soit régulé par un mec qui va dire hep, on arrête là. Tu sais, quand je dis à la boîte, ouais, hep, pas de wesh ici. Pas de wallah, pas de wesh. C'est important ça. Là, ça doit être pareil. Il doit y avoir un mec qui met un tampon qui dit hep, vous faites quoi les gars là? Vous emmerdez tout le monde là? Tampon, je décide. Hop, ça c'est fini. T'es là, tu deals, tu t'es fait attraper. 15 jours dans la super prison, tu vas voir où il n'y a rien. Il n'y a rien. Tu as un lit, des chiottes. Ça va te piquer un peu. Hein. Mais tu vas voir que tu vas être pressé de rentrer chez ta maman. Très vite. Et puis tu vas pas ressortir. 15 jours au début. Il n'a pas compris un mois. Tu vas voir si à un moment donné, il va pas comprendre qu'il faut plus qu'il retourne. Là, en ce moment, tu vas en prison peut-être 7e condamnation pour violence. Bon, on va te mettre 3 mois. Du coup, tu vas faire 1 mois, plus les remises de peine, 15 jours. Ok, on va faire ça. Tu vas faire 15 jours de prison. T'inquiète, il y a la PS, tu as la bouffe, tu as la télé. T'as même un téléphone, on va faire genre on l'a pas vu. Ils ont envie d'y retourner, les mecs, ils sont contents, ils retrouvent leurs copains. Moi, t'as vu, je raconte des histoires avec des mecs de prison parce qu'ils me parlent aussi. T'as vu, je les raconte. Les gens, il y a quelqu'un qui m'a dit hier, en lisant ton livre, les trucs que tu racontes sur les gars qui sortent de prison, c'est lunaire. C'est juste la vraie vie. C'est juste la vraie vie, en fait. Donc ils sont fous de retourner en prison en fait. Oui, ils disent c'est chiant parce que le business là du coup ça me nique un peu sur mon business, c'est plus compliqué à faire. Ça les emmerde pour leur travail. Quand je parle de business, tout le monde a compris ce que c'est. C'est quand ils dealent et tout quoi. Mais ils ressortent pas plus perturbés que ça. Hein. Ils reprennent leur travail normalement dès qu'ils ressortent et c'est reparti. Puis s'ils doivent en reprendre d'autres, ils y retournent. Oui, et puis surtout le trafic, c'est un gain d'argent énorme pour eux. C'est colossal. Ouais. Colossal. J'aimerais bien qu'on aborde un dernier sujet. J'ai vu que tu étais sur TPMP hier. Oui. Tu es régulièrement sur TPMP. Parce que je crois que Cyril Hanouna t'aime bien. C'est pas je crois, je pense, j'ai l'impression qu'il m'aime bien. Ou alors il serait malhonnête, mais non, j'ai l'impression qu'il Qu'est-ce que tu as pensé de la fermeture de C8 ? Cyril Hanouna, on peut penser ce qu'on veut. On peut penser... je suis désolé, à un moment donné, si j'ai pas envie de rouler en Clio parce que j'aime pas une Clio, je n'achète pas de Clio. C'est simple.
Si j'ai pas envie de lire le livre de Valeurs, La fin du monde que je vois là, bah je lis pas. Si j'ai envie de lire Libération, je lis Libération. Si j'ai envie de regarder C8, alors foutez-moi la paix et laissez-moi regarder C8. C'est inadmissible que quelques mecs, ont décidé pour presque 3 millions de personnes, parce que c'était ça ces derniers... 3 millions de personnes, 1 million de personnes ont fait une signature, c'est du jamais vu. Et il y a quelques types qui ont dit, je peux dire des gros mots là, parce que des fois je dis des gros mots, Oui. mais allez vous faire tous enculer. Tous. On n'en a rien à foutre. On va la fermer cette chaîne. On va foutre 400 personnes au chômage, on s'en fout. Alors là, pour te dire, c'est pas des entrepreneurs. Hein. Ça se voit. Hein. Parce qu'un mec qui gère, qui se retrouve à la tête et qui a eu des entreprises, contrairement à ce que les gars d'ultra-gauche, ouais, ils sont là que pour se faire de l'argent, Bolloré, c'est un salaud. Mais vous êtes sérieux ou quoi? Vraiment, mais putain, mais créez vos entreprises, faites bosser des gens. Moi, avec ma chérie, nous, on a eu plus de 600, 700 salariés dans notre vie en 30 ans, avec toutes les entreprises qu'on a eues. Mais vous croyez vraiment que quand on se lève le matin, notre truc préféré, c'est de dire « Ah, on va exploiter nos salariés !» Mais vous êtes sérieux ou quoi? Vous croyez qu'un mec comme Bolloré, il attend qu'une chose, c'est d'exploiter ses salariés? Vous croyez qu'un Cyril Hanouna, son délire, c'est de sous-payer son personnel, d'exploiter les gens? Mais c'est un truc de fou. D'ailleurs, là, il n'y a personne qui en parle. J'apprends hier soir en allant là-bas, une petite nénette qui travaille là-bas, très sympa. Et elle me dit, tu te rends compte, il a fait son maxi, Cyril, pour garder le plus qu'il pouvait. Il n'a pas pu garder tout le monde. Et elle me dit, tu sais qu'il nous paye avec ses thunes. Là, tous les soirs qu'il ouvre, c'est son argent. Là. Personne n'en parle, bordel. C'est bon, c'est son fric au mec. Bah putain, tiens, bah lui, bon c'est dommage, il a dit qu'il y allait pas. Bah lui, ouais, Cyril Hanouna, ouais, pourquoi pas. Ouais, il a pas dit qu'il y allait pas. Hein. Ouais, mais pas dit, mais Ouais. pas plus non plus, quoi. Peut-être que c'est un coup d'éclat, peut-être, on sait pas. Mais je me dis, ouais, pourquoi pas. Si on me demande, tiens, ça me dit, tu pourrais. Lui, je pourrais. Il est entrepreneur. Il a eu des affaires qui ont cartonné. Il a raté des trucs. Donc, il sait ce que c'est aussi de fermer une boîte et de dire, ah, merde, là, j'ai raté, je vais fermer. Il a eu des gros problèmes, on n'en parle même pas, emmerdé comme possible, avec des amendes de dingue. Il sait, contrairement à ce que les gens pensent, c'est pas parce que tu as plein de thunes que tout va bien dans ta vie. Et que quand tu as des trucs qui tombent, des sentences, des condamnations, machin, bah t'es comme tout le monde. Hein. Quand tu rentres chez toi le soir, tu as une femme et des enfants, et on te regarde et on dit, t'as été condamné, papa? Bah Cyril Hanouna, il est comme tout le monde, faut pas rêver. Moi, c'est pas un ami, hein. Les gens qui croient pas que c'est un ami. On s'est vu 3 fois dans l'année, voilà quoi. Bah, je pense que ce mec-là, il est comme tout le monde. Hein. Faut pas rêver. Moi, j'en côtoie plein d'entrepreneurs, dont certains qui ont beaucoup d'argent. C'est des potes. Ils sont comme tout le monde. C'est pas parce qu'à la fin du mois, tu arrives à te faire, je dis n'importe quoi, et 30 000, 40 000 de salaire, que tu es un mec qui en a rien à foutre des autres. C'est le contraire. Je pense même le contraire. Plus les mecs ont du pognon, plus ils sont très, on va dire, bienveillants envers ceux qui leur permettent d'avoir du pognon. Alors oui, des fois, il y a des entreprises qui ferment. Des fois, ça rate. On met des gens au chômage. Mais c'est jamais d'un propre fait volontaire. C'est parce qu'on a raté un truc dans une boîte. Mais perdre son personnel, c'est toujours une tragédie. Moi, je sais, hein, j'en parle. Moi, je l'ai eu, moi, je l'ai vécu. Alors, c'était pas 50 salariés, mais il y avait une dizaine de salariés. En plus de ça, toi, tu as des salariés qui sont même tombés suite à des agressions. Donc, ouais, bien sûr. Dimension en plus te concernant. Quoi. Mais c'est un truc de fou, quoi. Moi, je suis dégoûté pour eux, quoi. Là, faut... Je dis tomber physiquement. Des agressions où tu as perdu des salariés dans des bagarres, etc. Mais bah je laisserai les gens le liront. Bah oui, bien sûr. Et on croit quoi? Quand on se lève le matin, on est content, en fait. Oh, bah, c'est bon, c'est une entreprise, c'est normal. Bah non, pas du tout. Et donc, voilà. Donc oui, je disais tout à l'heure, bah oui, un Hanouna, pourquoi pas? Je pense que ça pourrait être un truc qui pourrait marcher, mais que ce soit lui qui décide. Non, on s'en fout de la minorité, on met un tampon. Je dis ça, je dis rien, les gens ils vont se marrer quand je vais encore me faire attaquer. Mais c'est pas grave. Tu vois le type de personnage qu'il faudrait? En fait, il faut un personnage qui a pas peur, en fait, qui y va, il dit allez, on s'en fout de ceux qui braillent et qui sont pas contents, on s'en fout. Voilà. C'est la majorité qui décide. Et même si la majorité n'a pas le même avis que le mec qui est en haut, c'est possible. C'est possible s'il dit bah non, nous en fait finalement l'immigration on aime bien. Alors il doit respecter. Même si lui à la base il n'aimait pas. Il doit dire ok, vous avez décidé ça, alors je vais être le garant. Je crois que c'est la Suisse qui fonctionne comme ça. Il y a beaucoup de référendums. Je crois que la Suisse fonctionne que comme ça. Ceux qui décident est le peuple, il faudrait vérifier, mais il me semble que c'est ça. J'ai un pote qui est là-bas et qui est allé là-bas à cause de ça. Parce qu'il a dit, nous, c'est nous qui décidons. Je me rappelle qu'il m'avait dit ça il y a 1 an et demi. Et comme c'est nous qui décidons, bah, je vais là-bas. Il a quitté la France pour la Suisse à cause de ça. Bah, je sais pas, moi, je pense que c'est ça. Merci beaucoup. J'ai tout dit? T'as tout dit. Merci.